lancer la table ronde, je dirais, majeure de la journée. Je vais appeler Laurence Moret et je vais appeler Étienne Besançon à monter sur scène. Alors, pourquoi Laurence Moret? Laurence Moret est d'abord journaliste. Elle est aussi directrice de la communication du Crédit Coopératif. Je l'ai vu interviewer Jean-Marc Jancovici il y a un peu plus de 6 mois. Croyez-moi, c'est pas facile. Et donc, je me suis dit que ça serait sympa que Laurence interviewe aussi notre président Étienne aujourd'hui. C'est aussi, Laurence, quelqu'un qui a un regard bienveillant sur cette opération Take for Climate. Elle était au soutien avec toute l'équipe de Crédit Coopératif l'année dernière. On a amené plusieurs dizaines de personnes, des actionnaires, des clients du Crédit Coopératif, des dirigeants à assister à cet événement. Et encore cette année, je crois qu'il y a une centaine de personnes qui viennent de la part du Crédit Coopératif. Donc vraiment une banque qui s'engage avec nous, mais aussi qui s'engage sur cet événement. Et en tant que directrice de la communication, Laurence est véritablement un fer de lance dans cette démarche. Voilà, merci Laurence, on peut l'applaudir. Étienne Besançon, qui était déjà là l'année dernière, avec Maxime Landau, c'est la constante, et qui sera probablement là l'année prochaine, on te le souhaite en tout cas, et qui est donc le président de Constellation et qui vous reçoit aujourd'hui. Merci, bravo Étienne. Bonjour à tous. Bonjour, merci à tous. Je vais juste te remercier vraiment grandement, Olivier, parce que c'est vrai que ce partenariat est très important pour cette communauté de valeurs. Je voudrais juste préciser que le Crédit Coopératif n'a pas d'actionnaire puisqu'il appartient à ses clients. C'est une coopérative qui appartient donc à 100% à ses clients. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour Étienne. Bonjour Laurence. Merci à tous d'être là, c'est quand même très impressionnant de voir tout ce monde-là. Alors, deuxième Take for Climate, doublement des effectifs de participants. C'est très impressionnant, donc s'il y en a un troisième, triplement, c'est ça? Je suis pas sûr là. Non. Alors, on va commencer par... J'ai beaucoup aimé l'exercice de Chloé et de Kako. Et donc, je propose on est assis quand même depuis un petit moment. On va faire un test. Déjà, vous allez vous lever ceux qui étaient là l'année dernière ou qui l'ont vu en replay, ce premier Take for Climate. Alors, qui était là l'année dernière? Bon, moi, mais j'étais pas là tout le temps. Merci Bravo. à tous. OK. Alors... Pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière ou qui ne connaissent pas encore Constellation, Étienne, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe en quelques mots? Oui, Constellation, avec son organisation en étoile, Constellation est un groupe de plus de 700 collaborateurs qui a été créé en mai 2016, donc il y a 7 ans, par 14 associés. Donc c'est un collectif d'entrepreneurs qui a pour vocation d'accompagner les organisations sur leur transformation digitale et environnementale. Nos deux différenciants majeurs sont le modèle d'organisation, donc en étoile, qui permet de délivrer des prestations en engagement de résultats et pas en engagement de moyens, comme la plupart des sociétés de services. Et également son engagement sur sa stratégie bas carbone, qui matérialise notre volonté de faire notre part, comme le colibri dans la forêt qui brûle de Pierre Rabhi. C'est ça nos principaux différenciants. Et alors, j'ai l'impression qu'en un an, Constellation a énormément changé. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter ces évolutions depuis le précédent Take for Climate? Oui, en quelques mots, on a beaucoup travaillé sur comment se nourrir de l'impact du numérique sur l'environnement et le climat. Et en termes de sensibilisation, puisque c'est le premier sujet à aborder, hein, la sensibilisation et la formation, on a, pour citer que, clôturé le premier cycle de la Convention des entreprises pour le climat, dont le fondateur Éric Duverger est dans la salle et nous fera l'honneur d'intervenir tout à l'heure. On a remis à cette occasion, le 1er juillet dernier, nos feuilles de route. C'est notre engagement sur comment l'entreprise aborde le sujet du dérèglement climatique aux côtés des 150 autres entreprises. On a évidemment du coup sensibilisé nos collaborateurs
puisqu'on est passé de 500 collaborateurs l'an dernier à 750 cette année, ou plus de 700 cette année. Donc on les a sensibilisés avec notamment la fresque du climat, la fresque du numérique et l'application énergique qui permet de réaliser son bilan carbone, de tester ses connaissances en matière d'environnement et qui permet aussi de créer des challenges inter-équipes au sein de l'organisation. Et dans le même cadre, nous avons formé plus de 70 animateurs à la fresque du climat et à la fresque du numérique, d'abord pour nos propres besoins, puisqu'il fallait déployer les fresques sur 200 collaborateurs, mais aussi pour nos clients. Donc ça fait beaucoup de formation et de sensibilisation en un an. Oui, puis tel que vous le dites, ça a l'air tout simple en le disant, mais vous n'avez pas rencontré quelques obstacles dans le déploiement de cette sensibilisation, parce que c'est quand même énorme. Si, évidemment, on a rencontré beaucoup d'obstacles. Le plus saillant, c'est la crispation entre le pro et le perso. C'est déjà assez compliqué d'être en milieu professionnel pour pas en plus juger sur l'aspect personnel. C'est Malraux qui disait que quand on ne connaît pas, on ne peut pas juger, ou si on comprend, on ne peut pas juger. Parce qu'on n'est pas dans les baskets des autres. Et donc, c'est assez important de bien fixer cette frontière-là entre ce que l'on sait et ce que l'on fait. C'est cette dissonance-là qui existe évidemment à titre personnel et qu'on va essayer de réduire au quotidien dans le milieu professionnel. Oui, mais alors justement, en termes de gouvernance, est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que par exemple, un jour, vous allez vous dire je refuse de prendre ce type de client parce que son activité émet trop de gaz à effet de serre, par exemple? On s'est beaucoup posé la question de sélectionner finalement les clients vertueux ou ceux qui étaient le moins carbonés pour limiter notre bilan carbone. Il nous a semblé au contraire beaucoup plus courageux de les encourager à venir avec nous, à les aider à se transformer, parce que si on travaille qu'avec des gens vertueux, c'est super, on aura des très beaux chiffres, on pourra faire des rapports RSE Gold partout, mais on ne servira à rien. Alors que si on adresse les secteurs les plus carbonés et qu'on les aide à se transformer, là l'impact sera massif. Et c'est bien ça qu'on a tenté de faire, avec néanmoins une frontière. C'est que si l'intention de ces clients n'est pas suivie d'action, on a mis en place un comité de go-no-go carbone pour les affaires supérieures à 250 000 € à date, parce qu'on veut s'assurer que la démarche est bien sincère. Donc l'élément le plus important finalement, quand on parle d'obstacles, ça a été de réaliser les plans des commerciaux. Ça a l'air idiot de parler d'une stratégie groupe et très opérationnellement, comment au quotidien les personnes qui vendent nos offres vont s'imprégner de cette stratégie et pouvoir la décliner d'un point de vue opérationnel. Et ça a été possible avec les premiers bilans carbone qui ont été réalisés, qui ont permis de mesurer l'intensité des offres que nous vendions. Alors on n'a pas encore renoncé à certains pans de notre activité. En revanche, en orientant le plan des commerciaux sur les activités les plus vertueuses en termes de carbone et en termes de marge, ça nous permet évidemment d'aligner ça sur la stratégie du groupe. Et si on en reste aux commerciaux, ça manque un tout petit peu d'ampleur, et donc on a décidé aussi d'indexer les bonus des dirigeants sur la réalisation de la réduction au niveau groupe et sur la prise en compte du carbone dans leur budget 2024. Donc ça va comme ça aligner l'ensemble des intérêts de l'organisation. Et puis pour ne pas rester juste sur ce qu'on fait avec nos petites mains, on a essayé d'apporter aussi notre pierre à l'édifice du métier du numérique en proposant notre candidature au projet Enzadi, et ça a été accepté par Carbone 4 il y a quelques semaines. Enzadi, je ne sais pas si tout le monde connaît Enzadi, on fait appel à... Personne, ok. Ah, quand même, 4. Enzadi pour Net Zero Initiative. Donc c'est une initiative qui vise à créer un cadre, un référentiel pour les entreprises privées pour participer à être neutre en carbone en année 2050. En fait, une organisation ou un service ou un objet ne peut pas être neutre en carbone. En fait, ça ne se fait qu'au niveau d'un État ou au niveau du monde. Donc Enzadi va pouvoir expliciter les méthodologies pour pouvoir agir sur 3 piliers. Le pilier A, donc c'est interne, donc c'est comment je réduis mes propres émissions.
Le pilier B, c'est les émissions des autres. Comment j'aide les autres finalement à moins éduire, donc à moins émettre, avec les partenaires amont et aval. Et puis le pilier C, c'est la séquestration de carbone. Donc c'est créer des puits de carbone pour limiter l'impact sur l'environnement. Mais ces 3 piliers ne peuvent pas s'additionner. On ne peut pas dire qu'on est neutre en carbone parce qu'on a fait beaucoup de compensations alors qu'on en a émis. Et donc, on va travailler du coup sur ces 3 piliers dans la stratégie de conciliation. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que vous, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous vivez des dilemmes en termes de stratégie par rapport à ces piliers et votre activité ? Ah oui, on en vit beaucoup, évidemment, et à la fois à titre personnel et à la fois à titre professionnel. On a quand même essayé de dépasser ces dilemmes en créant du coup des activités. On a créé Impact.io, qui est une étoile qui permet de réaliser, par exemple, depuis sa création, 50 bilans carbone. On a créé une autre société qui s'appelle Canopé, qui vise à sensibiliser les comités de direction et les collaborateurs aux sujets environnementaux, en plus des sujets numériques. Et on a formé 2000 personnes depuis la création l'an dernier. Nous avons aussi racheté une société qui s'appelle Best Info, qui permet de prolonger la durée de vie des matériels informatiques, qui permet de les reconditionner et qui permet de gérer la D3E, donc la fin de vie. Parce que tout le monde sait, quand on s'est intéressé un petit peu aux émissions carbone du numérique, que l'essentiel des effets négatifs sur l'environnement était à la conception et à la fabrication des équipements, notamment évidemment sur le carbone, mais pas que, sur l'extraction de minerais et sur l'usage de l'eau. Comme le disait Emma Aziza, c'est un sujet qui est évidemment criant et on l'avait déjà vu l'an dernier avec les défauts d'approvisionnement puisqu'il n'y avait plus d'eau. Et donc, la création, évidemment, des équipements, et puis la fin de vie. Et tout le monde a en tête, sans doute, ces immenses décharges électroniques au Ghana, qui sont très marquantes, qui est la 3e pollution sur Terre, hein, les déchets électroniques. Et puis, évidemment, les aspects sociaux, puisque ces filières de déchets électroniques sont évidemment illicites, et ça donne lieu à des mafias qui sont évidemment pas très respectueuses des droits humains. Donc, on a du coup travaillé sur ces créations et ces acquisitions. Et puis, en termes d'innovation, on a mis sur le marché, après 3 ans de développement, un logiciel qui s'appelle Equio, qui permet de passer à l'échelle les bilans carbone et d'accompagner et d'outiller les organisations sur leur stratégie de décarbonation. Donc ça a été d'ailleurs un des 10 outils en France à avoir été audité et certifié par l'association Bilan Carbone pour sa méthodologie. Et enfin, la communauté des Carbone Heroes, donc c'est comme ça qu'on les a appelés, les héros du carbone, c'est les référents carbone dans chaque étoile du groupe. Ils ont conçu un portefeuille, ils ont élaboré un portefeuille d'offres, de 12 offres, pardon, maintenant il y en a 12, pour aider nos clients à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc si vous avez bien suivi avec les 3 piliers A, B, C, c'est le pilier B. Donc on va aider nos clients à décarboner. Donc ça veut dire que tout cet engagement vous permet et de développer votre modèle d'affaires et de créer de l'innovation. Oui, l'enjeu de l'innovation est majeur évidemment sur notre activité, que ce soit sur le numérique, mais évidemment sur l'environnement. Mais on a aussi démarré, quand on parlait de piliers, par le plus simple. Et ce que tout le monde devrait regarder, c'est le pilier A, donc réduire ses propres émissions. Parce que c'est bien d'aller aider les autres, mais il faut aussi regarder chez soi. Et on a démarré assez rapidement par changer nos agences en région et les mettre en centre-ville avec des bâtiments HQE accessibles par les transports en commun. On a, par exemple, converti une partie de la flotte automobile en véhicules électriques. Je sais que ce n'est pas la solution, mais à date, c'est une des solutions de transition. On a sensibilisé nos partenaires en amont parce que les intrants représentent une grosse partie de notre bilan carbone. Donc on a essayé de faire diminuer ces intrants-là en sensibilisant nos partenaires et en les sélectionnant. Et puis on a par exemple sur notre bilan carbone, la finance était un poids très important. Donc on a fait le choix du crédit coopératif pour améliorer notre bilan carbone. Et donc maintenant un peu plus de 60% des flux financiers du groupe passent par cette banque.
Oui, j'avoue que c'est un très très bon choix. C'est pas mal. Franchement, je vous en remercie. En tout cas, bravo pour tous ces accomplissements, parce que c'est quand même très impressionnant en un an. Et j'aimerais qu'on refasse le petit exercice de Chloé et Kako. Si vous pouvez rallumer. Ce qui m'intéresserait maintenant, Étienne, c'est de voir parmi les personnes qui sont venues l'année dernière, si, suite à ce premier événement de Tech for Climate, vous avez changé votre manière de penser et vous aussi votre manière d'agir, au moins professionnellement. Donc, ceux qui étaient là l'année dernière ou qui ont vu l'événement en replay, est-ce que vous pouvez vous lever si quelque chose a changé dans votre façon de travailler en faveur du climat ? Oui. Oh, j'ai eu peur que personne ne se lève. Mais si, bravo, c'est génial. Merci à tous. Bon, bah maintenant, Étienne, je vais me tourner vers vous pour que vous nous disiez effectivement, vous, qu'est-ce que vous avez vu parmi vos clients et vos partenaires, parce que ce premier événement avait effectivement beaucoup fait bouger les lignes. Et on a toujours l'impression d'en faire trop peu. Mais je me suis livré à un petit exercice de synthèse et j'ai demandé à Olivier, qui l'a fait la semaine dernière, pour se rendre compte du chemin parcouru depuis le 8 juin dernier. Et quelques chiffres sont quand même assez éloquents, avec juste les sociétés qui étaient présentes dans la salle, du coup, et pas les autres clients que nous avons eus depuis. On a sensibilisé 14 comités de direction qui représentent des entreprises de plus de 50 000 collaborateurs en Europe. Donc ça fait quand même un peu de monde. Dont un de nos plus gros partenaires qui est présent dans la salle ici, qui s'appelle Arrow. Donc c'est quand même majeur. On a, avec Ekio, réalisé des bilans carbone pour 9 entreprises qui, en chiffre d'affaires cumulé, représentent 13,4 milliards d'euros. Et du coup, ça fait au total 31 sociétés qui nous ont fait confiance depuis la dernière édition de Tech for Climate. Bravo. On va se tourner maintenant vers le futur. Ouais, on peut les applaudir tous, hein. Et Constellation, et vous ? On peut applaudir nos clients et nos partenaires. Ouais, exactement. On va se tourner vers le futur. Quels sont maintenant vos projets d'évolution, de changement pour le futur, sachant qu'il faut garder en tête que Emma Aziza nous a bien dit qu'il n'y avait pas que le carbone dans la vie. Donc, quelles sont vos perspectives ? Oui, c'est assez simple, on va dire, même si ça reste encore très très complexe, mais c'est assez simple. La comptabilité carbone, ça ressemble beaucoup à la comptabilité euro. C'est mieux encadré, c'est mieux maîtrisé aujourd'hui. Mais finalement, les dommages collatéraux du numérique sur l'environnement ne s'arrêtent pas au carbone. Et les aspects, évidemment, de l'eau et les aspects sociaux et la biodiversité sont au moins aussi importants. On ne peut pas se contenter juste de chausser nos lunettes carbone et se satisfaire de ça. Donc, on a beaucoup hésité et c'est souvent des questions qui reviennent à se dire, finalement, on oublie ces sujets-là, on se concentre sur notre business, on fait comme d'habitude, on fait travailler la cash machine et puis on vend à moyen terme, dans 2-3 ans, et on crée une super assoce, une fondation, et on va s'occuper du climat. En fait, c'est un peu con, parce qu'on continue à faire des trous, à détruire l'environnement. Pourquoi ? Pour avoir le plaisir à la retraite, sur nos matelas pneumatiques, d'avoir planté 4 arbres quand on aura créé notre fondation. Donc, on ne s'est pas satisfait de cette réponse et on s'est dit... En plus, on ne sait pas en quoi sont faits les matelas pneumatiques. C'est ça, en gomme DVA recyclable. mais du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas opérer maintenant et se transformer finalement en entreprise à mission. Et c'est ce qu'on a démarré avec un séminaire d'associés en janvier. On va terminer notre raison d'être avec nos collaborateurs dans les semaines qui viennent pour faire émerger des objectifs environnementaux et sociaux en plus des objectifs économiques et pour diffuser une culture de l'intelligence collective et notamment grâce à la facilitation. Donc c'est important que dans notre quotidien, on ait à la fois ces objectifs économiques, parce que sans eux, on ne peut pas vivre, mais aussi des objectifs environnementaux et des objectifs sociaux. Du coup, dans le travail qu'on a entrepris, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors,
peut-être comme Patagonia, mais du coup, on a trouvé une manière un petit peu différente de se dire comment on peut aller chercher les piliers qu'on ne peut pas nous atteindre. Dans le numérique, on a assez peu de liens au vivant. Donc régénérer la nature ou séquestrer du carbone quand on fait du numérique, franchement, c'est assez compliqué. Donc on s'est dit, on va travailler sur ce pilier C potentiellement en investissant 15 à 20% de nos résultats annuels dans des activités contributives ou régénératives. Et pas seulement régénératives pour la nature, mais aussi pour l'humain. Parce qu'on sait que le social, c'est le revers de la pièce du dérèglement climatique. C'est évidemment les gens qui sont les moins riches, et Emma Azizal disait, qui vont souffrir de ce dérèglement climatique. Donc, on a travaillé sur ces deux pattes, le social et l'environnemental. Et d'ailleurs, on a annoncé la semaine dernière une prise de participation d'1 million d'euros dans une start-up qui s'appelle Eloi, dont le fondateur est présent ici, Maxime Pavlak, qui interviendra tout à l'heure, qui a lancé une plateforme de mise en relation entre agriculteurs pour s'occuper de la problématique de transmission des fermes en France. Vous savez qu'en France, il y a à peu près 400 000 fermes. Il y a 10 000 agriculteurs par an qui ne trouvent pas de successeurs à leur exploitation. Donc, en améliorant les pratiques agricoles et en mettant en place des grappes écologiques, on peut adresser le sujet du coup de régénérer la biodiversité, améliorer la qualité de l'eau et travailler sur l'exploitation qui nous nourrit. Donc c'est un sujet important. On est très loin de vos métiers de base, mais bravo. Je vous propose qu'on fasse une petite... Non, c'était pas dans ce sens-là? Non, visiblement. Ah, voilà. On va faire une petite parenthèse. Alors, ça n'a rien à voir avec la Terre telle qu'on l'a vue tout à l'heure. Et pourtant, vous allez remarquer quand même quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux représentations du monde. Vous avez la carte qui est dessinée, qui est la traditionnelle version du Mercator, qui a commencé à être élaborée au XVIe siècle pour connaître les voies de navigation. Donc, ça avait un côté très pragmatique, c'était de savoir s'orienter par rapport à la planète quand on était en bateau. Et puis, vous avez la zone verte, qui est la représentation de Peters. Elle a été créée, elle, en 1977, et sa particularité est de représenter les continents à leur juste taille. Et quand vous avez vu tout à l'heure la planète tourner, on voyait que effectivement le Sud était prépondérant en matière de représentation, puisque le continent africain et l'Amérique du Sud sont des terres beaucoup plus importantes en taille que les terres du Nord. Et ce qui est intéressant quand on regarde cette représentation de Peters, c'est qu'il a voulu montrer qu'il fallait changer d'angle. Et changer d'angle, c'était redonner au sud de l'hémisphère la place qu'il avait, c'est-à-dire les plus gros continents. Alors que dans la carte du Mercator, les zones du Nord sont favorisées parce que les zones autour de l'équateur sont écrasées. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet de la journée. En revanche, cette différence de prisme qui permet de voir la Terre différemment, c'est un petit peu ce que Tech for Climate fait dans des événements comme celui-ci, où justement on va changer de prisme, on va raisonner autrement et on va se dire avec un autre objectif comment je regarde mon activité, mon métier et tout ce qu'on met en œuvre autour de nous. Donc maintenant, ça me permet de faire une transition très concrète sur qu'est-ce que vous nous proposez pour ce deuxième Tech for Climate. Quelle démarche pour mettre en place des nouvelles solutions? Oui, nous proposons ce format de journée qui est au mieux inhabituel, au pire décalé, en environnement professionnel, hors coach, pour essayer d'aligner ce qu'on a appris à la CEC, que je ne connaissais pas, essayer d'aligner la tête, le cerveau, le cœur, les émotions, et les mains, l'action. Et c'est en ça qu'il nous semble important d'être présent pour pouvoir déployer cette énergie et transformer le monde. Pour que ça se passe, il y a besoin d'une écologie de l'attention, comme le disait Maxime Blondeau
l'année dernière, une écologie de l'attention pour se sentir investi à la fin de cette journée, de sensibiliser les voisins, de passer à l'action et d'avoir du coup une capacité à faire bouger les lignes. Mais bouger les lignes, si on les bouge tout seul, ça va être super compliqué et globalement ça ne suffira pas. Même si Gandhi nous dit sois le changement que tu veux voir dans le monde, si on est tout seul, il ne se passera rien. On est une partie de la solution. Mais pour faire basculer le système, il faut le fameux tipping point entre 10 et 30% selon les points de vue. Donc il faut absolument qu'on ne soit pas tout seul à bouger. Et si je paraphrase ma fille Éléonore, 10 ans, non moins philosophe que Gandhi, avant-hier, quand je lui ai expliqué que j'étais là aujourd'hui, et que je ne serais pas là ce soir, elle me disait, mais c'est génial parce que si tous tes invités en parlent à 5 personnes, et que ces 5 personnes en parlent à 5 personnes, etc., en fait, on sera des millions très vite. Donc, c'est ça le sens de cette journée, avec la devise de Constellation que vous connaissez peut-être, qui est « si tu veux aller vite, vas-y seul, et si tu veux aller loin, vas-y avec les autres ». Nous vous proposons aujourd'hui d'embarquer avec nous sur ce voyage pour dessiner un futur désirable. Merci beaucoup Étienne. Je propose que... On se lève tous pour remercier Étienne, Constellation et toutes ses équipes pour organiser une journée hors norme comme celle-là. Vraiment merci. Merci Laurence.